François Bon, 1925-2025, un an avec Howard Phillips Lovecraft. Vous connaissez l'histoire, je la re-raconte pas, mais c'est une année vraiment importante dans la vie, la biographie de Lovecraft, parce que c'est l'année qu'il passe à New York, dans un petit studio Clinton Street au 169, dans Brooklyn Heights, un quartier populaire, mais il est toujours, de nuit, de jour, à vadrouiller dans la ville. C'est une aventure de livre, c'est une aventure d'écriture, et c'est une sorte de charnière dans sa vie avant le retour à Providence et les 11 ans qu'il aura à travailler pour ses grands récits, mais il est déjà quelqu'un qui publie dans Weird Tales. C'est un moment où on se pose la question de son propre statut d'écrivain, et comme la réponse c'est une espèce d'hostilité ou d'indifférence d'une société qui pourtant met la question du livre et de l'écriture un statut de symbole ou dans une symbolique bien différente de ce que ça s'est dilué aujourd'hui. C'est ce qui nous permet de travailler sur toutes ces petites instances. Et pour l'instant, à chaque fois qu'on ouvre le petit calepin, qu'on trouve la petite case du jour, ces petits gribouillis, ces petites abréviations, on a toujours des pistes imprévues qui lèvent, et en plus on les recontextualise dans cette espèce de flux des jours. Et je crois que c'est ça aussi pour moi la raison de continuer ce marathon au jour le jour. Et ce qui tremble au jour le jour, ces vagues, ces fluctuations, évidemment c'est tellement anxiogène, c'est tellement instable, c'est tellement là encore plus hostile, encore plus rauque. Et comment on peut prendre distance avec ça ? Évidemment, le présent, on est dedans, on est contre, on est avec, on est lié, on résiste, on essaye de penser ce qui nous semble de partout être l'impensable. Mais à revoir cette même mécanique parce que il y a aussi ce rapport Amérique-Europe, parce qu'il y a aussi cette question de la littérature, puis qui est prise là chez eux entre la Grande Dépression, l'émergence du fascisme avec Mussolini, l'écho encore qui reste là de la Première Guerre mondiale. Bien, tous ces paramètres, est-ce qu'on ne pouvait pas s'en saisir plus tôt ? Bien sûr que si, mais peut-être que l'urgence ou l'amplification d'aujourd'hui nous donne à ces micro-indicateurs la possibilité de les catégoriser, d'en tenir le vocabulaire, d'en faire... Oh là là, on ne va pas se mettre à penser. La littérature, je ne pense pas qu'elle pense ça. Je ne pense pas qu'elle le pense. Oh, c'est rigolo ça, de dire ça comme ça. Oui, mais nous, on fait l'inventaire, on prend les histoires, on prend les petits récits. Et c'est toute cette suite-là sur 365 jusqu'au 6 janvier. Ça fera 370 fois le geste d'aller cueillir ces micro-indicateurs. Alors il y a un ami qui me disait ce matin, mais c'est pas possible, on peut pas tout voir. Bah, évidemment, je te demande pas de tout voir. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est comme Internet. On rentre dans Internet, on cherche une chose extrêmement particulière. C'est même pour ça que je me défie des outils là, de recherche avec intelligence artificielle, parce qu'on ne cherche plus. On appuie, on formule une question, il renvoie une synthèse. La synthèse, elle dissuade d'aller chercher plus. Tandis que moi, c'est l'insatisfaction de la recherche qui fait que sémantiquement, je vais être obligé de pousser, de serrer, de chercher en moi ce que je cherche et pourquoi je cherche. Et de manipuler tous les jours ces outils-là, ouais, ça prend. Mais le web, vous êtes sur un petit point, ce petit point vous est nécessaire. Il peut même être urgent, il peut même être vital. Est-ce que c'est tout le web ? Alors évidemment, c'est l'ami Kenneth Goldsmith. Combien de fois on renouvellera l'image ? Vous savez, il avait lancé un appel, il avait dit « Imprimez-moi chacun 10 pages du web et envoyez-les-moi ». Il avait donné une adresse postale, une galerie à Mexico.
Et quelques mois plus tard, dans cette galerie, il y avait une pyramide énorme de pages imprimées qui venaient du monde entier. C'était chaque fois 10 pages que chacun avait pris dans Internet. Est-ce que ça donnait le web total? Non. Est-ce que c'était déjà 10 fois plus gros que toutes les pages imprimées d'encyclopédie? Probablement. Et je crois que ce concept-là, pour moi, formellement, ça m'intéresse. C'est-à-dire entrer dans des œuvres excessives. Ce sera quoi ici l'œuvre excessive? Ce sera un petit calepin, gros comme ça, exactement le même que celui-là, le déplier entre, là, mois par mois, on est en janvier, en février, on a chaque fois 200 pages, ça va faire que on aura 2400 pages déjà à partir de ce petit carnet, mais c'est ce dépli. Alors évidemment, tout voir, je ne sais pas, mais on peut entrer dans le sommaire, on peut parcourir le PDF. Et puis le jour dans le PDF où on tombe en balayant la compile mensuelle de janvier ou de février, dans quelques jours celle de mars, tiens, cette photo-là, c'était quoi ça, cette photo? Et à ce moment-là, ultra facile, en 2 clics, tu as la vidéo du jour, et ainsi de suite. Et je crois précisément que ce défi-là, c'est une frontière extrêmement importante, quoique impalpable, entre nos cultures françaises et anglophones. On le croisera d'ailleurs tout bientôt au XVIIe siècle, un livre où se fixe la langue anglaise. Alors évidemment, il y a Shakespeare, etc. Il y a tout ce qui se passe au XVIe, mais au XVIIe, c'est la prose. Et la prose, elle se fixe par un livre qui est un traité de pêche à la ligne. C'est un auteur qui fait le registre rivière par rivière de toutes, surtout là, le UK, c'est Angleterre, Pays de Galles, Écosse. Pour chaque rivière, ce qu'on peut y pêcher, à quelle saison, selon le lieu, si c'est très en amont ou près de l'estuaire, qui lirait cette énorme masse de façon extensive? Oui, mais chaque Anglais, et même Lovecraft, qui s'interroge sur la langue anglaise, il revient à ce livre. Vous imaginez Lovecraft, non, mais avec une canne à pêche en train de pêcher à la ligne? C'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que dans sa bibliothèque, il a ce livre historique de la pêche à la ligne, ce traité là du XVIIe siècle, qui est un livre qui n'impose pas qu'on le lise exhaustivement. Et c'est pareil pour Making of Americans de Gertrude Stein, et c'est pareil pour La vie de Johnson par Boswell, mais j'en ai déjà parlé 30 fois. Donc salut Kenneth Goldsmith, mais non, c'est pas prétention à tout lire, tout écouter de ces vidéos. Peut-être que pour certains d'entre vous, je sais qu'il y en a, ceux qui cherchent là, qui me renvoient. Et puis, quel plaisir, ça jamais j'arriverai à faire ce truc tout seul. Mais chaque matin, pour moi, maintenant, c'est un rendez-vous. Tu sais pas de quoi tu vas parler. Là, aujourd'hui, c'est typique. On a 3, 6, on a 8 lignes. Mais bon, ils font en gros ce qu'ils font tous les jours. Ils vont manger à l'automate, ils descendent, ils vont voir les bouquinistes pour revendre des bouquins, bon, et puis on remonte, on discute. Ah si, tout à la fin, parce qu'ils sont bien contents de leur journée, Kirk ira chercher des sundaes, des ice cream pour les manger là dans la petite chambre. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu vas faire de banalité comme ça? Miraculeusement, il se passe ça. Par exemple, aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'était ouverture sur le fait que ces livres qui ne supposent pas qu'on les lise de façon exhaustive sont ancrés dans la tradition anglophone, anglaise puis américaine, alors que dans notre littérature française, non. Même le duc de Saint-Simon, moi, je crois qu'en 30 ans, je dois en être à ma 3e grande boucle. Ceci étant dit, donc, pas de culpabilité à ne pas tout voir. Mais c'est un écosystème. Chaque jour, si c'est prendre des nouvelles de Lovecraft et sa petite tribu, là, c'est facile. Il suffit d'enclencher la vidéo, et puis on la laisse passer en audio, et puis, tiens, il y a une image qui passe, tiens, ça, peut-être on peut arrêter et regarder.
Et puis sinon, c'est que l'ensemble, on va le sédimenter, compile mensuel, il y en aura 12. Après, comment on va faire exister la totale? Est-ce que ça pourrait être un dictionnaire avec un index, avec des thèmes? On a déjà un embryon de ce petit index avec les thèmes, les lieux et les auteurs évoqués. Donc c'est un travail qui ne s'arrêtera pas là, parce que moi des fois c'est un petit peu ça le truc. C'est-à-dire, waouh, ouh là là, c'est lourd sur les épaules. Il y a cette recherche là chaque matin, et en plus il faudrait que tu reviennes corriger ce que tu as dit il y a 3 jours où il y avait une petite erreur de truc. Bon, je note les erreurs, je note les trucs, et puis se dire que il y aura une phase après de mise au point. Donc pour l'instant, la vidéo c'est quoi? C'est on avance ensemble, et des fois tu dis oh. Ah ben si, on le fait quand même. Alors si tu commences à te dire, là, le copain qui est gentil, oh bah de toute façon, on va pas tout voir. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis bien obligé de le faire. Alors, est-ce que ça va être des vidéos de 5 minutes, que ce serait mieux? Ben oui, mais regarde là, déjà, celle-ci, tout ce qu'on s'est dit. Alors, on y va. Ordi. On est vendredi 27, en tout cas le 27 mars. On est nous aussi le 27 mars 2025. Eux, c'est le 27 mars 1925. Eux sont au vendredi, tandis que nous, on est le jeudi. Mais ça, je vous le répète tous les jours qu'il y a une journée de décalage. Donc, vous commencez à le savoir. Hier, c'était Up Late. Demain, ce sera entre late et noon, c'est-à-dire 14h30, ce qui tendrait à dire que si on écrit up 2h30 de l'après-midi, on n'est pas encore dans le up late, mais par contre, on est bien après le up noon. Up noon est là, downtown in taxi. Alors là, déjà, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, parce que ces types, ils n'ont pas un rond. Et donc, tout d'un coup, tu prends le taxi. On a déjà pris une fois un taxi. C'était tout début janvier. Et Sonia était revenue là, de Cincinnati, malade, épuisée, plus un problème à un œil. Et c'était chez Loveman, c'était le blizzard. Et ils nous ont dit que même là, pour faire les 2 kilomètres là, qui séparaient la chambre de Loveman du 169 Clinton Street, ils avaient pris un taxi. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils ont gagné au loto ou quoi? Eh ben non. Il est avec George Kirk, et où on va? Bookstores. Alors ça pourrait être une hypothèse gratuite, mais vous allez voir que tout bientôt, dès le 2 avril, on n'y est pas encore. Là, il écrit là, aux 2 tantes, à Liliane et à Annie Gamwell, mais c'est seulement la semaine prochaine, le 2 avril, qu'il recommencera Road LDC, et on aura une lettre qui contiendra le journal des 1, 2, 3, 4, 5 jours précédents. Mais cette lettre du 2 avril, elle ne nous renseigne pas encore sur le 27, mais elle nous dira qu'une autre fois encore, Kirk, on est descendu à Manhattan parce que, qu'est-ce qu'il fait Kirk? Il achète des lots de livres. On a vu la semaine dernière que ces lots de livres, il lui était arrivé toute une livraison. Lui, il prépare là cette librairie d'occasion qu'il va ouvrir dans quelque temps. Donc, il lui faut un stock. Mais en gros, tu achètes 200, 300 bouquins. Salut Bruno Lalonde qui fait ça à Montréal. Et tu gardes ce que tu penses être bien pour ta librairie, et puis ce que tu ne penses pas garder, eh bien, tu vas redescendre à Manhattan, voir d'autres collègues bouquinistes, et eux, peut-être, ça les intéressera. Donc ce jour-là, on est vraiment... Donc on a donc la semaine prochaine une lettre où... Effectivement, Lovecraft raconte à sa tante qu'on redescend à Manhattan pour revendre certains livres que Kirk ne veut pas garder. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'il récupère de l'argent pour en racheter d'autres. Eh bien, aujourd'hui, Lovecraft et Kirk prennent un taxi parce qu'ils sont chargés de cartons de livres. Et ils vont voir... justement, les bouquinistes. Il faut croire que les affaires marchent, puisqu'on s'est levé à midi, qu'on a fait ce transbahutement, qu'on a fait la livraison. Eh bien, on va à l'automate. L'automate, on le voit très très souvent. On en
a plusieurs implantations à Manhattan, des très grandes, des plus petites. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Encore d'autres bouquinistes. Est-ce qu'il leur reste des livres à déposer ou est-ce que simplement on va chercher quelques raretés que le type... tout simplement parce que ils sont déjà en train de se spécialiser. Enfin, Kirk, mais avec la complicité de Lovecraft, dans toute cette littérature 18e, 19e, qui n'intéresse en gros que les mordus. Mais pour les mordus, oui, ça c'est formidable. Et qu'est-ce qu'il fait, Lovecraft, quand il visite des bouquinistes? Il achète des livres. Il sera inguérissable. Et là, il remonte Gibson. Il s'est acheté une guitare. Non. Par contre, vous cherchez sur Google pour échapper à Les Paul et tout ça, il faut passer à travers. Hein. Et puis, les mémoires de Watsons. Alors, Gibson, Watson, c'est des noms assez communs, mais on va quand même enquêter. On revient à la maison et à peine Kirk est remonté, il faut croire que quand même il a bien fait bosser son Lovecraft, bien transbahuter les cartons, et il lui passe un petit coup de fil, J.K. Cole, et les voilà redescendus se choisir des ice cream avec des cookies et des fruits qu'on remonte manger dans sa chambre à Kirk, parce que sans doute c'est lui qui a payé. On se met à lire ensemble, c'est bien, on a plein de livres qu'on a ramenés. Et il écrit un poème dédié au printemps. Alors là, j'ai commencé à chercher, bien sûr, on va l'exhumer, tout ça, on l'a. Mais après, faut dire que moi, là, j'étais sur d'autres choses. Hein. Oh, il a écrit un poème sur le printemps aujourd'hui. Si je fais le truc, là, il faut que je trouve le poème sur le printemps qu'il a écrit. J'ai pas été au bout. Alors, peut-être dans les jours à venir, ça viendra. Forcément, on va le trouver là dans une lettre. Je vous prie de me pardonner. Puis, de toute façon, si vous connaissez la poésie de Lovecraft, ça doit être mieux que moi. Donc, vous savez ce que c'est que son éloge. Et puis, si vous voulez un poème sur l'éloge du printemps, faites-le vous-même. Vous venez un mardi soir dans mes ateliers en direct, et vous écrivez un éloge du printemps. Le printemps, il est tout pisseux, tout gris, là, en Indre-et-Loire. Et puis, il fait froid. Bon, ça, c'était une digression. Maintenant, on laisse là le dépli du petit carnet dans mon PDF. Il faut que ça ait de la gueule, il faut que ça en jette. Tu vois, là, mon gars qui me dit « mais je peux pas tout voir ». Mais je fais quand même un peu le clown. Non, c'est pas que des choses sérieuses. Si on se faisait ça sérieusement, tu crois qu'on tiendrait? Tu crois qu'on aurait déjà tenu? Regardez, 84e envoi, bientôt presque autant que de départements français, ce 27 mars 1925. Alors j'ai ouvert sur Monsieur Elkanah, rien que pour le prénom. Elkanah Wilson, ce prénom... E-L-K-A-N-A-H. Alors pareil, tu me diras, ce mot Elkanah, mais d'où il vient Elkanah? Ça vient de la Bible, ça a une histoire. Elkanah, tu as fait la recherche là? Attendez, on va le faire en direct. Je vais prendre Perplexity. Demandez n'importe quoi. Ils sont bêtes, ces AI. Non, je dis pas n'importe quoi. Je vais demander d'où vient le prénom Elkanah. POC. Réponse. Le prénom Elkanah a des origines hébraïques. Tu vois, je m'en serais douté. Il est dérivé des mots hébreux El et Kana, signifiant acheter ou acquérir, ce qui lui donne la signification Dieu a acheté, Dieu a acquis. Ce prénom est principalement connu car c'est un personnage biblique, Elkanah. Tu vois, en gros, je le savais d'avance pour une fois, qui est le père du prophète Samuel dans les livres du Samuel. Samuel, dans le livre de Samuel, dit « Papa ». On lui répond Elkanah. Le prénom Elkanah, avec un H là maintenant, est de genre masculin et est associé à des traits de personnalité variés, allant de la gentillesse à l'exigence. Merci Perplexity. Tu vois, en fait, c'est pas la peine que je cherche en préparant le PDF, il suffit de le faire en direct là, tous ensemble. Goodbye. Donc voilà, Elkanah Watson, mais son fils ne s'appelait pas Samuel, son fils s'appelait Winslow G. Watson, et c'est son fils qui, en 1857, publie le journal de son père au temps de
la Révolution américaine. Et tout de suite, évidemment, le livre de S.T. Yoshi sur la bibliothèque de Lovecraft. Pareil, je ne veux pas me mettre à radoter. Après le décès de Lovecraft et le tri par Robert Barlow, la tante Annie demande à une voisine de faire l'inventaire là, du millier de bouquins qui restent. Et c'est grâce à cette liste que Yoshi, notre Yoshi, a réussi à remonter la piste des éditions entrecroisées. Et on trouve donc que si je cherche là à Elkanah Watson, Walpole, Donald Wandrei, Nicholas Van Ostroost, Charles Dudley Warner, David Warren, Elkanah Watson, 1758-1842, Manhunt Times of the Revolution, or Memoirs of Elkanah Watson, édité par son fils, Winslow C. Watson, j'avais vu un G, non c'est un C, deuxième édition, New York, Dana & Co, 1857, 557 pages. Merci Yoshi. Et tu vois, une petite note devient tout d'un coup une réalité. Et après, tu cherches, eh bien, tu trouves la page de garde ou la page de titre ou la couverture de ce livre-là. Car Lovecraft, aujourd'hui, ça c'est l'exemplaire de la Library of Congress, puisque les livres de Lovecraft ont été dispersés. Mais ma petite transcription. Up Noon, Downtown in Taxi with G.K., Bookstores, Dinner Automat, More Bookstores, Gibson. Ah, Watson's Memoirs, mais il faut revenir à Gibson. Alors, Gibson, mais figurez-vous qu'on en a tout un paquet là, dans le livre de Yoshi. Charles Gibson, Two Gentlemen in Touraine. Alors là, tout d'un coup, quoi ? Dans la bibliothèque de Lovecraft, il y a un nommé Charles Gibson qui raconte l'équipée de deux gentilshommes en Touraine. Alors évidemment que j'ai cherché, publié sous le pseudonyme de Sudbury, c'est ça, S-U-D-B-U-R-I, New York, Duffield & Co, 1909, 341 pages. Eh ben, je l'ai trouvé sur Google Books, aucun problème. Alors qu'est-ce que j'ai cherché ? J'ai recherché Rabelais. Non, il n'est pas allé à la Devinière. Par contre, ils sont allés, ces deux gentilshommes, sur les traces de Balzac. Ils ont fait le voyage jusqu'à Saché. Et Saché, ben, faut s'y rendre. Azel Rideau, ça va. Donc à pied, ils sont allés d'Azel Rideau à Saché. Et là, c'est génial. Tu vois, là, dans ces premières années du XXe siècle, c'est des Américains, c'est des Anglais. C'est des Américains, c'est publié à New York. Deux Américains qui vivent et qui veulent, à cause de Balzac, aller voir le château de Saché. Simplement, c'est le 15 août. Alors, t'imagines qu'en France, on va t'ouvrir, là, alors ils entrent sur le parvis du château, alors, c'est fermé. Et tant pis pour les deux pauvres gentilshommes. Mais enfin, quand même, là, encore une petite passerelle avec Balzac, sauf que monsieur Yoshi nous dit, donné à Howard Phillips Lovecraft par un de ses amis, Frank Hull Schermerhorn. Là, je ne sais même pas qui c'est ce Schermerhorn, je n'ai pas fait le truc, mais ça lui a été offert le 30 septembre 1936. Et oui, c'est ça, moi. Tu dis que tu as que ça à faire. Bah oui, j'ai que ça à faire. Excusez-moi, j'ai 72 ans, j'ai fait d'autres choses. J'ai le luxe et le loisir de m'occuper de ça, de ces deux gentilshommes, dont ce Charles Gibson, qui marche à pied en plein cagnard de Azel Rideau jusqu'à Saché, parce que la diligence, il faudra qu'ils retournent à Azel Rideau pour revenir à Tours. Ils font le voyage, alors il y a Amboise, il y a Chenonceau, et puis là, ils entrent là sur le parvis de Saché, et il y a un jardinier qui arrive du fond du parc. C'est fermé, c'est le 15 août. Et tant pis donc pour ces messieurs. Donc Lovecraft, évidemment, pourrait se régaler de ce récit et dire c'est Balzac, c'est la vie de Balzac tout d'un coup, là avec cette petite butte au-dessus de la rivière, il nous montre là le paysage avec précision. Simplement, septembre 1936, il est déjà très malade, c'est que il meurt en mars 37, donc c'est la période où déjà il a ces ballonnements là, du cancer d'intestin grêle, donc il est peu probable qu'il ait lu Les deux gentilshommes en Touraine. Mais moi ce matin, ben voilà, on veut dire qu'au lieu de continuer là, qu'est-ce que j'étais en train de faire ? Allez, fais ton PDF. Mais attends, t'es en train d'explorer les déambulations de ces deux braves Américains qui te racontent, ben là encore, les bistros qui mangent dans des coins que tu connais toi par cœur.
cœur, mais il y a plus de 100 ans. C'est fermé! Bon, des fois, c'est moins convivial que la devinière, mais c'est pas grave, ça, c'est mes histoires Balzac. Alors, Gibson, et on a Frank Marley Gibson, et là, d'après Yoshi, c'est de ce livre-là qu'il s'agit. Parce qu'ensuite, ça passe à Gilman, ça passe à Gladstone. Il y a un poète du XVIIIe siècle qui s'appelle Gibson, mais là, pour St. Yoshi, il s'agit de Frank Marley Gibson, 1857, on n'a pas la date de mort, qui a écrit et publié en 1894 un manuel qui s'appelle The Amateur Telescopist's Handbook. Le manuel de l'astronome amateur. Qu'est-ce que tu fais avec ta lunette astronomique? Alors, est-ce qu'il faut suivre Yoshi ou alors est-ce que ça pourrait être ce Wilfred Wilson Gibson qui est né en 1878, qui est un Anglais, qui a publié dans les Georgians, c'est-à-dire ses premières anthologies de poésie géorgienne. C'est la période préférée de Lovecraft. Alors, par contre, si c'était ce poète Wilfred Wilson Gibson, il serait dans la nomenclature. Par contre, et il y a ici donc effectivement dans la bibliothèque de Lovecraft ce Frank Marquis, pas Marley, Marquis Gibson. Alors, là, c'est pareil, tout de suite, vous vous trouvez dans des trucs d'interprétation. C'est-à-dire, est-ce que ce jour-là, chez les bouquinistes, il a remonté, puisqu'il parle de poems, ce poète Wilfred Wilson Gibson, parce que c'est vraiment la période qui l'intéresse, ou bien c'est effectivement ce manuel de l'astronome amateur de 1894, et vous vous souvenez que Lovecraft, bon, il est né en 1890, dans la période 1904-1910, alors qu'il est déscolarisé, tous les soirs, à bicyclette, il monte au Lads Observatory, le petit observatoire au-dessus de la Brown University, tout en haut de la colline. Et là, il y a cet ami, justement, du mari de la tante Annie Garmoil, et Winslow Upton, qui fait partie de ceux qui, par exemple, ont découvert Pluton. C'est juste là, dans ces années 1905, c'est les années aussi où émerge la théorie de la relativité d'Einstein. Et ça, Lovecraft, il va pas laisser passer ça, de même que les discussions sur les courbures de l'univers, Riemann, c'est des choses qui le passionnent. Alors, est-ce qu'il ne lui resterait pas de cette période d'adolescence avec le Lads Observatory et Winslow Upton, les livres qui lui servaient à l'époque? Probablement qu'il a dû en garder. Alors, est-ce que ce ne serait pas, là, ce Frank Marley Gibson, ce manuel d'astronomie amateur, un livre qui resterait de l'adolescence? Qu'est-ce qui lui a mis le pied à l'étrier aussi pour l'écriture? Winslow Upton, lui, ça l'embête, plutôt dans le journal de Providence, cette petite chronique, rubrique, dire « Oh, vous, astronome amateur, ce soir, braquez votre télescope, soit sur la Lune, soit sur Mars, soit sur Saturne, soit sur tel endroit de la Voie lactée ou tel phénomène qui se produit. » Et quand Lovecraft, on lui donnera cette chronique, à 15 ou 16 ans, c'est là où il s'achètera des sous de cette chronique. Ça, Remington de 1906, qu'il a toujours, là, 169 Clinton Street. Alors, c'est une hypothèse. Bon, c'est pas l'hypothèse de Yoshi. Moi, j'ai du mal à simplement l'enlever. Si c'était ce soir-là, puisqu'il parle d'un poème, un livre de Wilfred Wilson Gibson, c'est possible aussi que ça l'intéresse parce que c'est la poésie du 19e, c'est son cœur. Là, c'est dans cet outil de langue-là qu'il écrit, la période georgienne. Et peut-être qu'ensuite, celui-là, il l'a revendu, ou bien qu'il faisait partie des lots que Bob Barlow a dû distribuer avant ce qui restait dans la chambre. Mais c'est plutôt pour parler de ça. Et c'est ce rapport à la bibliothèque qui est important. Alors maintenant, c'est tout. Alors qu'est-ce que j'ai? Le journal, on va y aller y voir dans le journal. Il est temps, non? Je croyais qu'elle durerait 5 minutes cette vidéo, mais ça, on n'a pas le droit de le dire. Il faut le couper au montage.
Qu'est-ce qu'on a dans le New York Times du 27 mars 1925? Madame Vanderbilt. Alors quand on connaît les palais des Vanderbilt, avec les voies ferrées, toute la fortune industrielle, l'acier, tout ça, à Newport, que connaît Lovecraft bien évidemment, mais là il s'agit de leur maison, de leur hôtel particulier. Vous voyez là, juste là où il y a la Trump Tower, là. Et Madame Vanderbilt trouve un voleur. Mais en 6 semaines, c'est la 3e fois que des voleurs tentent de pénétrer dans l'hôtel des Vanderbilt. Cette fois-là, c'est Madame Vanderbilt qui prend le pistolet. Est-ce qu'elle est en chemise de nuit? On ne sait pas. Qui poursuit le voleur avec son pistolet, qui devient Calamity Jane. Elle attrape le voleur, elle appelle la police. C'est pas la peine d'en faire un plat, mais gardons ça quand même dans les petits recopiages. Chaque fois, les trains vont de plus en plus vite, il y a de plus en plus de voitures, donc quasiment tous les jours, il y a des accidents train contre voiture. Les procès. Toujours Chapman, le bandit de l'année, toujours d'un procès à l'autre. Depuis l'attaque du train postal, on le fait passer de ville en ville pour tout ce qu'il a commis. Alors, est-ce qu'on le reconnaît? Est-ce qu'on ne le reconnaît pas? La population augmente et pas de chance, de risque que ça diminue. Tant mieux pour les États-Unis. Et j'ai gardé ça, c'est ça que tous les jours, je fais une petite traduction. Vous le savez, et là, c'est pas la vidéo qui en parle, je garde ça pour le PDF. On est à Chicago, c'est une histoire de testament bien sombre. On se retrouve en pleine série comme CSI ou autre chose comme ça. Il va falloir exhumer les cadavres pour voir s'il n'y a pas de traces de poison et prouver que l'héritage a été détourné. Il faut bien qu'on fasse quelque chose et qu'on s'amuse. Est-ce que Lovecraft est si indépendant que ça des histoires policières? Est-ce que vous connaissez ce texte, je ferais que je vous le remette d'ailleurs peut-être, qui s'appelle La peur en embuscade. Et ce texte, c'était une commande au départ pour un magazine policier. Et Lovecraft écrit une enquête avec un inspecteur, et puis on se retrouve dans une maison en pleine forêt, et puis il va falloir passer, parce que la nuit, il y a eu un pauvre sergent qui a été massacré, défiguré, mutilé. Alors on revient veiller, l'inspecteur s'arrange pour tout. On est 13 dans l'ambiance aussi à Ambrose Bierce. Puis après, finalement, on oublie tout, le policier, et ça redevient du Lovecraft avec des courses éperdues dans les ravins, des cabanes avec des créatures, etc., etc. Donc, Lovecraft est toujours capable d'écrire des livres ratés. Pas la question qu'ils soient réussis ou ratés. C'est du Lovecraft, ça se lit. On a peur quand il faut avoir peur. Et quand on est là, dans le soir, qui s'installe avec ce type là, qui garde tout et qui sait que si ça surgit, la mutilation et la pire mort va être au rendez-vous avec juste des indices d'odeur, de vagues bruits au lointain, de tonnerre et d'orage. C'est réussi comme Lovecraft. Mais est-ce que c'était intéressant pour le magazine policier? Ils ont dit, dis donc... Alors, ces petites choses, gardons-les quand même. Ça, c'était intéressant aussi. Vous savez que la prison de New York, maintenant, c'est à Rikers. Rikers, c'est un univers. C'est une espèce de pont d'un kilomètre qui rejoint cette île. On ne peut pas s'en évader. Et maintenant, l'île, tout Rikers, c'est devenu une ville-prison. Et bien, c'est ce jour-là qu'apparaît dans le New York Times l'idée que la ville de New York, débordée, 5 millions d'habitants, fasse de Rikers sa prison. Comme il y a déjà des prisonniers qu'on y héberge dans des petits bâtiments, c'est les prisonniers eux-mêmes qui vont construire leur prison nouvelle et qui vont faire de Rikers l'île prison. Je vous ai tenu assez longtemps. Retour au petit PDF. Les 3 articles dont je vous ai parlé, Madame Vanderbilt et son pistolet, Rikers, l'exhumation de Chicago, l'automate, alors toujours cette marque, les fondateurs Horn and Hardart, mais ils ont plein d'implantations. Là, celle-ci, on est dans les
dans la décennie des années 20. Celle-ci, là, la voiture, on est beaucoup plus déjà dans l'après-guerre, mais la vitrine, l'enseigne, la typo de l'enseigne, ça reste l'automate qui existait 30 ans avant, une autre typo d'enseigne à la verticale, Horn & Hardart. Alors, comme on a mangé à l'automate une fois de plus, on se balade dans les Horn & Hardart et ils vont chercher des ice cream. Il aime énormément les sundaes. Eh bien, vous cherchez. Publicité 1925 pour les ice cream et les sundaes. Et vous vous apercevez que c'est pour les vieilles gens qui les donnent à leurs petits-enfants et qui en profitent pour manger leur petite part avec eux, gentil grand-père à la barbe blanche. Tandis qu'ici, c'est vraiment les enfants bien joufflus, le petit garçon, la petite fille, qui se régalent du sundae avec gaufrette. Là, sauf que Lovecraft, il aimerait pas parce que c'est du sundae fraise et pas du sundae vanille. À demain.